Alexandre le Grand disait être le fils d'un dieu, et pendant plus de 2000 ans, personne n'a vraiment pu vérifier cette histoire. Mais aujourd'hui, dans les laboratoires qui analysent l'ADN des tombes royales macédoniennes, les scientifiques découvrent quelque chose d'inattendu. Une histoire bien plus complexe que le mythe, une histoire qui pourrait changer notre compréhension des origines du plus grand conquérant de l'Antiquité. L'histoire officielle semble simple. Alexandre naît en 356 avant notre ère à Péla, capitale du royaume de Macédoine. Son père, Philippe II, est un roi guerrier qui transforme la Macédoine en superpuissance militaire. Sa mère, Olympias, est une princesse d'Épire, réputée pour sa beauté et son tempérament volcanique. Ensemble, ils donnent naissance à celui qui deviendra Alexandre le Grand. La dynastie des Argéades, à laquelle appartient Alexandre, prétend descendre d'Héraclès lui-même, le héros mythologique fils de Zeus. Cette généalogie divine n'est pas qu'une simple propagande. Pour les Macédoniens de l'époque, elle légitime le pouvoir royal et place la famille d'Alexandre au-dessus des simples mortels. Mais Alexandre va plus loin encore. Après avoir consulté l'oracle de Siwa en Égypte, il se proclame fils de Zeus Amon, affirmant ainsi une filiation divine directe. Cette revendication extraordinaire fascine autant qu'elle trouble ses contemporains. Est-ce pure mégalomanie, stratégie politique brillante, ou Alexandre croit-il réellement que du sang divin coule dans ses veines? Pendant des siècles, historiens et philosophes débattent de cette question. Mais personne n'imagine qu'un jour, la science moderne pourrait apporter un nouvel éclairage sur les véritables origines du conquérant. Pourtant, dès l'Antiquité, des rumeurs circulent. Olympias, la mère d'Alexandre, pratique des cultes secrets et mystérieux. Elle dort avec des serpents sacrés, participe à des rituels dionysiaques interdits. Certains murmurent qu'elle aurait été visitée par un dieu avant la naissance d'Alexandre. D'autres suggèrent des histoires plus sombres, impliquant des hommes de chair et de sang. Pourtant, certains contemporains d'Alexandre ne semblaient pas totalement convaincus de cette origine divine. Philippe II lui-même semble douter. Selon Plutarque, le roi aurait espionné Olympias dans sa chambre et l'aurait vu coucher près d'un serpent géant. Terrifié, Philippe consulte l'oracle de Delphes, qui lui prédit qu'il perdra l'œil avec lequel il a osé regarder les secrets des dieux. Peu après, Philippe perd effectivement un œil au combat. Coïncidence ou prophétie accomplie? Les tensions entre Philippe et Alexandre s'intensifient au fil des années. Lors d'un banquet, Philippe répudie Olympias pour épouser une jeune macédonienne de pure souche. Il insulte publiquement Alexandre, remettant en question sa légitimité. Le jeune prince, humilié, s'exile avec sa mère. Quelques mois plus tard, Philippe est assassiné lors des noces de sa fille. Alexandre monte sur le trône à 20 ans. Certains historiens n'ont jamais cessé de se demander si ce meurtre n'était pas orchestré. Mais l'histoire prend un tournant inattendu. En novembre 1977, l'archéologue grec Manolis Andronikos découvre à Vergina, dans le nord de la Grèce, une tombe royale intacte. À l'intérieur, un sarcophage en marbre, une armure somptueuse, des armes précieuses et un larnax en or contenant des ossements calcinés. Les symboles royaux macédoniens ornent chaque objet. Andronikos annonce au monde qu'il a découvert la tombe de Philippe II, le père d'Alexandre le Grand. Rapidement, le débat éclate. Certains chercheurs contestent l'identification. Les ossements portent des traces de blessures, mais correspondent-elles vraiment aux blessures documentées de Philippe? Le crâne montre une fracture orbitaire, compatible avec la perte de l'œil droit du roi. Mais d'autres experts restent sceptiques. Cette découverte archéologique soulève alors une question troublante. Et si ces tombes pouvaient un jour révéler les véritables origines de la dynastie d'Alexandre? Encore aujourd'hui, des décennies plus tard, l'identité exacte des occupants de ces tombes reste débattue. Certaines études récentes remettent même en question les conclusions initiales. Cette controverse n'est pas qu'académique, car résoudre ce mystère pourrait permettre de comprendre l'héritage biologique de la dynastie macédonienne elle-même. Au tournant du XXe et XIe siècle, une révolution scientifique transforme l'archéologie. Les chercheurs développent des techniques permettant d'extraire et de séquencer l'ADN ancien, même à partir d'ossements vieux de milliers d'années. Ce qui semblait impossible devient réalité. Les morts peuvent désormais témoigner de leur propre histoire génétique. Les tombes royales de Vergina deviennent des scènes d'investigation scientifique. Dans des laboratoires stériles, les scientifiques prélèvent des fragments minuscules d'os, vieux de plus de 2000 ans. Sous les microscopes et les séquenceurs modernes, ces fragments d'os deviennent des archives silencieuses du passé,
Des équipes internationales demandent l'autorisation d'analyser ces restes découverts. Le processus est délicat, presque sacré. Chaque fragment d'os est précieux, chaque analyse destructive. Mais les enjeux justifient les risques. Comprendre l'origine de ces individus pourrait résoudre des mystères vieux de 23 siècles. Les analyses scientifiques récentes ont relancé le débat. Elles permettent d'identifier le sexe, l'âge, la datation et parfois l'origine géographique probable de certains individus enterrés à Vergina. Les techniques d'analyse isotopique révèlent par exemple que certains de ces individus n'ont pas passé leur enfance dans la région de Pella ou de Vergina. Mais elles ne permettent pas encore de reconstituer avec certitude le profil génétique complet d'Alexandre le Grand ni de clore définitivement toutes les controverses sur l'identité des tombes royales. Ce que la recherche suggère surtout, c'est que la Macédoine antique était un carrefour. Située à la frontière du monde grec, elle était en contact permanent avec d'autres populations balkaniques, thraces, illyriennes. Les études sur l'ADN ancien dans la région de l'Égée et des Balkans montrent que ces territoires ont connu de multiples vagues de migration et de mélange de populations au fil des millénaires. Cette vision fait écho aux sources historiques souvent négligées. Les Grecs du Sud considéraient les Macédoniens comme des semi-barbares, parlant un dialecte à peine compréhensible, pratiquant des coutumes étrangères. Aristote lui-même, qui fut le précepteur d'Alexandre, voyait la Macédoine comme une terre frontière entre civilisation et barbarie. Autrement dit, l'identité des élites macédoniennes était probablement plus complexe que les catégories simplifiées grecques contre barbares. Olympia, la mère d'Alexandre, venait d'Épire, une région encore plus sauvage et mystérieuse que la Macédoine. Les royaumes de cette époque scellaient leurs alliances par des mariages dynastiques, créant ainsi des liens entre des peuples très différents. Alexandre lui-même, produit de l'union entre un roi macédonien et une princesse épirote, incarnait déjà cette complexité du monde antique. Voici le paradoxe fascinant. Alexandre se proclamait fils d'un dieu grec, descendant d'Héraclès et de Zeus. Il conquiert le monde au nom de la civilisation hellénique. Mais la réalité historique et géographique raconte une histoire plus nuancée. Il était le produit d'un monde où les frontières entre les peuples étaient poreuses, où les dynasties s'entrelaçaient, où la Macédoine servait de pont entre le monde grec et les régions plus au nord. Cette complexité ne diminue en rien la grandeur d'Alexandre. Au contraire, elle l'amplifie, car Alexandre n'était pas seulement un Grec conquérant des barbares. Il était lui-même issu d'une terre de mélange et de contact. Quand il épouse Roxane, une princesse bactriane, quand il adopte des coutumes perses, quand il rêve de fusionner l'Orient et l'Occident, il ne trahit pas son héritage. Il l'accomplit. La science moderne révèle une vérité profonde sur l'identité antique. Les catégories que nous utilisons, grec contre barbare, Orient contre Occident, sont des simplifications. La réalité était infiniment plus complexe, plus fluide. Les dynasties royales, par leurs mariages stratégiques, créaient des ponts entre les peuples. Alexandre était être le plus spectaculaire exemple de cette réalité. Mais une question cruciale demeure sans réponse. Où repose Alexandre lui-même? Son corps a disparu de l'histoire. Après sa mort à Babylone, en 323 avant notre ère, son cadavre embaumé est transporté vers la Macédoine, puis détourné vers l'Égypte par Ptolémée, son général. À Alexandrie, la ville qu'il a fondée, Alexandre est enterré dans un mausolée somptueux. Pendant des siècles, empereurs et rois viennent s'incliner devant sa dépouille. Puis, le tombeau disparaît. Les invasions, les tremblements de terre, le passage des siècles efface toute trace. Aujourd'hui, malgré des dizaines d'expéditions archéologiques, personne ne sait où repose le corps d'Alexandre. Certains croient qu'il est encore enfoui sous Alexandrie moderne. D'autres pensent qu'il a été détruit, perdu à jamais. Si le tombeau d'Alexandre était retrouvé, si ses restes étaient identifiés et analysés, les scientifiques pourraient enfin séquencer son ADN complet. Ils pourraient confirmer définitivement son lien avec Philippe II, comprendre précisément son héritage génétique, résoudre tous les mystères de sa lignée. Cette découverte serait l'événement archéologique du siècle. Mais pour l'instant, Alexandre garde son dernier secret. Alexandre voulait être le fils d'un dieu. Mais l'histoire, l'archéologie et la science moderne suggèrent quelque chose d'encore plus fascinant. Il était le produit d'un monde antique, où les peuples,
les cultures et les dynasties se mélangeaient sans cesse. Ce que révèlent les tombes royales macédoniennes et les recherches actuelles, ce n'est pas une certitude absolue sur l'ADN d'Alexandre, mais quelque chose de tout aussi puissant, la complexité réelle de ses origines. Dans ses origines se mêlaient probablement les histoires de royaumes qui se sont côtoyés, combattus, alliés, l'histoire de dynasties qui ont transformé la Macédoine en carrefour entre plusieurs mondes. Il croyait incarner la pureté divine. En réalité, il incarnait la richesse complexe de l'humanité antique. Et cette découverte nous rappelle que les plus grands parmi nous ne sont pas ceux qui prétendent à la pureté, mais ceux qui embrassent la diversité de leurs origines. Alexandre n'était pas le fils d'un dieu. Il était quelque chose de bien plus remarquable, le fils d'une époque où les frontières entre les peuples se redéfinissaient sans cesse. Et quelque part, peut être sous les ruines d'Alexandrie, le dernier secret d'Alexandre attend toujours d'être découvert.